Situation de guerre, un véhicule explose à Kidal, des combats à Gao, 16 morts dans les rangs des terroristes et les forces maliennes épaulées au sol par les Français continuent la traque des éléments infiltrés dans la ville. Pour une meilleure compréhension de leur rôle dans le processus de sortie de crise, voilà ce à quoi s'exerce depuis ce matin le Haut Conseil des collectivités sur une initiative de CRI 2002. Action à court et moyen terme pour lutter contre la faim dans notre pays. 9 milliards de francs CFA de l'Union européenne et du PAM serviront au financement du projet dans différentes régions. Nous sommes jeudi 21 février. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Un véhicule piégé a explosé ce matin près des camps militaires français à Kidal. À Gao, à la mi-journée, les combats se poursuivaient et les forces maliennes épaulées au sol par des soldats français tentent de déloger des terroristes armés infiltrés dans la ville depuis la nuit dernière. On dénombre 16 morts dans les rangs des assaillants et 6 blessés du côté malien. Le point depuis Gao avec notre envoyé spécial Daouda Sidiki Diarra. Des djihadistes mis en déroute par les forces maliennes, nigériennes et françaises. Pour la troisième fois, Gao a été encore attaqué par des terroristes. Dans la nuit du 20 au 21 février, des djihadistes ont essayé de franchir les checkpoints contrôlés par des Nigériens. Ceux-ci ont ouvert le feu, tuant 3 d'entre eux. Le reste des adversaires s'est retranché au palais de justice, à la mairie, au marché et même dans des familles. Un de nos véhicules a sauté sur une mine qui n'a pas fait de dégâts. Ainsi, nos forces ont encerclé le lieu. Au palais de justice où se sont déroulés les premiers combats, les assaillants ont été tous tués. Le gros du lot s'était posté à la mairie. Avec des tirs nourris, les forces maliennes ont fait écrouler la maison de la mairie sur les assaillants. Les combats ont continué au marché où plusieurs djihadistes ont été défaits. Au même moment, vers 13h, c'est un autre groupe de djihadistes qui cherchait à venir en renfort à leurs camarades. Peine perdue pour eux, ils ont été stoppés dans leur progression. Les flux continuent. Bilan, les forces maliennes déplorent 6 blessés. Côté des djihadistes, à 18h, on était 16 combattants tués alors que les flux continuaient. Ce qu'il faut retenir dans tout cela, c'est que les forces ont le moral. Daouda Sidiki Diarra depuis Gao. Ici à Bamako, le président de la République par intérim a reçu en audience le directeur de la division Afrique du développement des affaires politiques des Nations Unies. L'émissaire a fait le point des débats qui se sont tenus au siège des Nations Unies sur la crise malienne. Les deux personnalités ont également échangé sur d'autres préoccupations de l'heure comme la feuille de route de la transition. L'émissaire des Nations Unies à sa sortie d'audience est au micro de Mamari Koné. S'inscrit dans le cadre des contacts qu'on mène régulièrement avec les autorités de la transition malienne. Cette fois-ci, la visite a été due au fait que je viens de rentrer au Mali après une semaine à New York, où j'ai pris part dans des débats qui prennent place au sein du secrétariat des Nations Unies par rapport à la suite de notre présence ici. Donc, je faisais le compte rendu à son Excellence de ce que j'ai appris pendant ces débats à New York. On a parlé d'une façon générale de la situation politique et militaire au pays, de la mise en place de la feuille de route pour la transition. On a parlé bien entendu aussi des préparations pour les élections, de la question des observateurs des droits de l'homme et d'une façon générale de la nécessité de continuer notre travail dans le sens de la réconciliation entre les communautés qui constituent la nation malienne. Fin de la visite de travail du Premier ministre à Paris, Django Sissoko vient de boucler sa tournée par une rencontre avec la conseillère Afrique à l'Élysée. Le chef du gouvernement s'est aussi entretenu avec le secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie qui a suspendu le Mali de ses instances depuis le 22 mars dernier. Et la francophonie entend reprendre dans les tout prochains jours sa coopération avec notre pays. Envoyés spéciaux à Paris, Ibrahima Traoré et Aliou Touré.
Le Premier ministre poursuit son lobbying en France pour rétablir la coopération entre le Mali et ses partenaires. Tanguy Sissoko s'est rendu notamment au siège de l'Organisation internationale de la francophonie qui a suspendu sa relation avec le Mali depuis le 2 mars dernier. Le sujet a dominé l'entretien que le chef du gouvernement a eu avec le secrétaire général de l'OIF. À l'issue de leur tête-à-tête qui a duré 1 heure, Abdou Diouf annonce que le Mali est dans tous les cœurs des francophones. Je veux vous assurer de la pleine coopération de la francophonie pour le retour à une vie politique normale. Je suis sûr que sous la direction du président Dioukunda et du Premier ministre Tanguy Sissoko, à la tête de ce gouvernement de transition, nous allons pouvoir appliquer la feuille de route. Et nous, francophonie, nous aiderons puissamment à l'application de cette feuille de route pour revenir à une situation constitutionnelle normale. Nous espérons que la date de juillet sera respectée. Il est également annoncé une réunion du Conseil permanent de la francophonie au mois de mars. La rencontre qui regroupera les représentants de tous les pays de l'OIF devra lever les sanctions prises contre le Mali. Depuis le début de cette crise, nous avons été présents à toutes les réunions du groupe de contact des amis du Mali. Et une délégation de l'OIF, une délégation importante, va se rendre dans votre pays dans les jours qui viennent, de façon à pouvoir discuter avec tous les acteurs de la vie politique malienne et en particulier voir le Premier ministre et le Président de la République et voir comment la francophonie peut apporter sa plus-value. De la coopération, il en a été question avec la conseillère Afrique à l'Élysée. Hélène Le Gall réitère au chef du gouvernement la reprise effective de la coopération entre le Mali et la France. La France est tout à fait prête à accompagner le Mali dans les mois qui viennent parce qu'il faut que toutes les populations maliennes ressentent cette libération non seulement dans leur tête mais aussi dans leur bien-être quotidien, qu'il y avait un avant et un après opération Serval. Donc je crois qu'on est vraiment en phase pour l'avenir et pour ce qu'il faut faire dans les mois à venir. 2 parlementaires accompagnent le Premier ministre dans ce voyage. Ils ont joué un rôle important dans l'information et la sensibilisation de la communauté internationale sur la crise malienne. Le Premier ministre a effectué une mission extrêmement fructueuse et il ramène de très bonnes nouvelles pour l'ensemble des peuples maliens, pour le gouvernement du Mali qui a beaucoup de difficultés à boucler le budget national. Et je pense qu'à cet instant précis, l'espoir est permis pour nous tous. Ça veut dire tout simplement que le gouvernement, à travers le Premier ministre, a reconnu le travail qu'on a eu à abattre depuis qu'il y a eu vraiment ce problème au Mali. Donc vraiment, on l'encourage. Donc les conclusions étaient telles que là où on est passé, on a vu quand même la satisfaction des politiques et puis aussi on a été invité au Parlement européen et ils nous ont montré que vraiment ils étaient très contents de voir l'exécutif et puis le Parlement ensemble et je crois que c'est comme ça qu'on doit cheminer ensemble jusqu'à la fin, jusqu'au règlement total du problème. Le Premier ministre achève ainsi sa visite de travail à Bruxelles et ici à Paris après plusieurs rencontres de haut niveau avec les partenaires et amis du Mali. Tanguy Sissoko aura convaincu davantage les uns et les autres à reprendre effectivement leur coopération avec le pays qui fait face encore à d'énormes défis. Ibrahima Traoré depuis Paris. Ici à Bamako, le président de l'Assemblée nationale par intérim a reçu en audience les membres de l'Union des jeunes musulmans du Mali. Au centre des échanges figurait la problématique de l'emploi des jeunes ayant fait des études en arabe et la question de la présence des terroristes dans les régions nord du pays. Le président de l'Union des jeunes musulmans du Mali, interrogé par Youssouf Diakité. Je suis très heureux de la réponse de l'Assemblée nationale. Le président a proposé de composer une commission. Il y a la commission éducation et l'emploi au sein de l'Assemblée nationale pour mieux réfléchir, échanger sur cette question en collaboration avec le Bureau national de l'éligement. À quand la mise en place de cette commission? Bon, c'est au président de décider ça. Alors, est-ce que vous avez abordé d'autres questions, vu la situation dans laquelle le pays se trouve actuellement? Oui, c'est la situation difficile qui traverse notre pays qui nous a poussé à prendre cette initiative. Parce que les jeunes qui ont fait leurs études en arabe, après printemps arabe, les jeunes sont revenus
au Mali, de la Libye, de l'Algérie, de Tunisie, de l'Égypte sont là sans travail. Donc c'est les groupes terroristes qui ont profité de cette situation-là pour faire venir cette jeunesse-là un peu à leur cause. On a démarché le gouvernement à travers le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, même la primature, même il y a une convention entre APEJ et IJMA, mais on a vu que maintenant le problème est plus grave que tout ça. Donc il faut saisir l'Assemblée nationale pour que les problèmes, l'insertion des Arabisants au Mali, ce soit une question nationale. Votre contribution à la gestion de la crise, est-ce que la question a été évoquée? C'est le nerf de la question. Parce que les groupes terroristes qui sont basés maintenant au nord du Mali parlent de la charia, alors qu'ils ont d'autres agendas différents de la charia. Est-ce que c'est réellement la charia qu'ils sont en train d'appliquer? Ça n'a rien à voir avec la charia. C'est des bandits. Ça, c'est pour gâter le nom de l'islam, parce que c'est des agendas anti-islamiques au nom de l'islam. Dans les futures négociations pour une sortie de crise, le Haut Conseil des collectivités doit jouer un rôle de premier plan. C'est du moins la conviction du président de CRI 2002. Une rencontre se tient sur le sujet depuis ce matin au siège de l'institution. À cérémonie suivie par Bourama Traoré. L'exercice était un rappel du rôle du Haut Conseil des collectivités dans la résolution des grands problèmes de la nation, dont celui du Nord. La rencontre vise à mieux outiller les conseillers nationaux en prélude aux futures négociations pour une sortie de crise. On doit sortir de ce qu'on appelle du monologue. L'État seul le part. Pour aller vers le dialogue, il faut que le gouvernement parle avec les autres institutions de la République, dont le Haut Conseil des collectivités. Et du dialogue, il faut aller maintenant vers le dialogue, que ces institutions de la République puissent parler avec les autres institutions de la société civile, les citoyens, pour qu'ensemble on puisse à l'unisson parler à propos de la même chose et trouver les solutions communes, acceptées et qui vont dans le sens de la préservation de l'intégrité territoriale du Mali. La rencontre s'inscrit bien dans cette dynamique. Elle traite de 3 thématiques qualifiées de lignes de défense. Il s'agit du Haut Conseil des collectivités comme instance supérieure de représentation nationale et de la décentralisation. La 3e ligne de défense concerne la libre administration des collectivités territoriales. Une rencontre qui s'annonce donc comme une école pour les conseillers nationaux. Il s'agit pour nous, honorables conseillers nationaux et cadres du Haut Conseil, de nous outiller afin de nous permettre de mieux comprendre notre rôle et notre responsabilité dans la perspective d'assurer le retour de la paix, impulser le développement local et régional et enfin nous comporter en acteur incontournable dans la résolution de la crise sécuritaire, avec à la clé le respect de certains principes fondamentaux. Le premier est l'exclusivité du transfert de compétences aux collectivités territoriales. Qui veut dire que l'État central nous doit signer des conventions et des accords qu'avec les collectivités territoriales et non pas avec des associations, à plus forte raison des groupes armés. Et vous voyez, quand il y a eu le problème du Nord, c'était un problème qui concernait exclusivement la région de Kidal. Si à l'époque on avait signé, n'est-ce pas, une convention entre l'État et, par exemple, l'Assemblée régionale de Kidal, on aurait circonscrit certainement pas mal de velléités expansionnistes. La rencontre est l'occasion de rappeler ces principes afin d'éviter au Mali les erreurs du passé et de trouver une solution définitive à la crise du Nord. Le représentant spécial de la CEDEAO dans notre pays a reçu hier la délégation de la commission ad hoc du Parlement de la CEDEAO pour le Mali et la Guinée-Bissau. Les parlementaires étaient venus s'informer auprès du représentant spécial de l'institution sous-régionale de l'évolution et la gestion de la crise. Les parlementaires, par la voix de leur vice-président, se disent très satisfaits des informations obtenues et c'est au micro de Adama Kodjo. Nous avons échangé sur le problème des élections avec la CEDEAO dont nous sommes membres pour voir si le programme qui a été mis en place sur la feuille de route sera appliqué. Ils sont en train de travailler sur ça.
et le programme de suivi aussi sur le terrain qui est réconfortant parce qu'ils nous ont fait comprendre que le territoire est libéré, donc il reste donc la sécurisation et les troupes sur le terrain de la CEDEAO vont poursuivre après les frappes. Aujourd'hui, nous pensons qu'en tant que parlementaires, nous sommes bien servis parce que nous avons des informations qui nous permettent, au retour d'Abuja, de pouvoir donner un rapport exhaustif. Les mêmes parlementaires étaient aujourd'hui à Banamba où ils ont pu rencontrer le contingent, une partie du contingent nigérian et les déplacés du site de Niamakoro. Nous osons espérer que vous proposez le reportage de nos envoyés spéciaux au cours de cette édition. D'ici là, la cellule de crise sécuritaire de l'Assemblée nationale poursuit sa tournée à l'intérieur du pays. À Mopti, les élus de la nation ont eu des séances de travail avec la hiérarchie militaire de la 5e région, le gouverneur, avant de rendre visite aux blessés de guerre. Envoyés spéciaux Mohamed Diarra et Abdul Salam Bambara. Lorsque la représentation nationale rencontre le PC opérationnel, la presse est mise à l'écart. Les problèmes de sécurité sont discutés à huis clos. Ici, la liaison est faite avec Bamako pour mener à bien l'opération Badenkou. À l'issue de la rencontre, les violences semblent s'accorder. Nous sommes tous sur la même longueur d'onde et nous travaillons de concert pour endiguer et éradiquer totalement ce narcotrafic et ce trafic humain qui ne dit pas son nom dans la région sahélienne du Mali. Au camp Balabo de Sévaré, les députés ont échangé avec le commandement avant de visiter les locaux. Le constat est triste. Nous avons compris que vraiment c'est un peu difficile pour un chef de famille, arme à main, pour défendre le pays et en pensant à sa famille dans cette situation. Nous avons dit vraiment aujourd'hui, la priorité c'est la reconquête du Nord. Et dans les jours à venir, nous allons nous atteler pour que vraiment le minimum de conditions soit apporté à nos forces armées et de sécurité. Les blessés de guerre admis à l'infirmerie de la garnison militaire ont reçu la visite des élus de la nation. Les malades affichent un moral de fer. Moi, je suis toujours prêt. Je suis descendant d'une famille guerrière mandingue. Ça, c'est tout à fait normal. Ça, c'est la vie du soldat. Non loin de Sévaré est logée une partie de la troupe togolaise de la MISMA. Les accidentés togolais ont aussi reçu la visite des députés. Ici, tout comme à l'infirmerie du camp, les élus de la nation ont fait des gestes symboliques. C'est une contribution qu'on a eu à faire. Ce n'est pas la somme là qui est importante, mais c'était le geste. Bon, on ne peut qu'être honoré de cette visite, car recevoir des élus du peuple qui se soucie de nos conditions de travail et de notre mission, bon, ça ne peut que nous honorer. La délégation avait auparavant rencontré le gouverneur de la région. Les échanges ont porté sur le dispositif mis en place pour sécuriser la population et faciliter le retour de l'administration. Constater l'avancement des travaux et s'enquérir des difficultés, c'est la principale motivation de la visite de terrain que vient d'effectuer le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, accompagné de 10 de ses collègues sur le site de l'université de Kabala, avec bien évidemment notre reporter Nando Dambélé. Évoluant sans interruption majeure depuis leur démarrage en 2010, les travaux d'exécution de la nouvelle cité universitaire de Kabala sont à 77% pour un taux de décaissement de 43%. Les paiements ne suivent pas, ça c'est dû un peu à la situation actuelle du pays. Et nous souhaiterons quand même partager nos problèmes pour qu'on puisse voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. La réalisation de ce nouveau campus universitaire a engendré quelques problèmes. Il y avait des propriétaires qui gênaient, n'est-ce pas, l'avancée, n'est-ce pas, des travaux, mais nous avons trouvé déjà une solution. Les travaux en cours comprennent 4 blocs d'hébergement d'une capacité de 1020 places chacun plus équipement, un restaurant universitaire, une salle polyvalente, une infirmerie, une zone sportive, des voiries et réseaux divers.
Les travaux qui ont accusé un retard, si l'on s'en tient au délai contractuel du 31 mars 2012, sont à 77%, alors que ceux des gros ouvrages sont à 81%. Je suis satisfait de l'état parce que l'état d'avancement des travaux est à 70% pour un décaissement de 40%. Donc ça, c'est pour montrer vraiment l'effort que les entreprises ont fourni pour nous aider. Pour le ministre de tutelle, la réalisation de la voie d'accès reste une composante importante du projet qui prévoit la réalisation d'une école africaine des mines. Pour le moment, on est au niveau des réflexions. Dès que nous allons terminer les réflexions, nous allons rapidement à la recherche de financement pour l'intérêt d'abord du Mali et du secteur. Célébration ce matin de la Journée internationale de la langue maternelle et c'était dans la commune du Mandé. Cette journée est organisée par le ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. Le thème retenu pour cette 12e édition est multilinguisme et culture de la paix. Fatoumata Kone. De cette journée de la langue maternelle. Le choix de cette localité s'explique par sa diversité linguistique. Le Mandé constitue une terre bénie qui a vu prendre des décisions qui ont assuré le bonheur des communautés maliennes d'antan, notamment à Kourkanfouga en 1236, où une charte fut bâtie par une bonne partie des peuples de la sous-région réunis en congrès. Sont parvenus à se comprendre, à s'entendre et à parler le même langage, malgré leurs différences linguistiques. Nos ancêtres sont parvenus à convertir la diversité linguistique en un dialogue interculturel de qualité. Le thème retenu pour cette édition, multilinguisme et culture de la paix, un thème qui a trait au contexte actuel de notre pays. Le thème multilinguisme et culture de la paix compte lorsqu'il s'agit de réussir la démocratie, l'éducation à la citoyenneté, la décentralisation, la lutte contre l'analphabétisme, l'accès à une éducation de qualité pour tous et la promotion de la diversité culturelle chère à notre peuple. Tous les établissements des 22 communes du Mandé ont fait le déplacement. L'occasion était bonne pour les élèves de montrer leur savoir-faire. Au niveau de l'enseignement secondaire général, depuis l'année dernière avec les nouveaux programmes, les langues nationales sont introduites également en 10e depuis l'année dernière et nous sommes en 11e cette année. Ils ont chanté l'importance de la langue maternelle, la paix entre autres. Des manifestations folkloriques sur fond de musique du terroir étaient également au rendez-vous. Auparavant, le ministre de l'Éducation, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales a remis du matériel didactique au corps professoral pour les élèves de ces localités. Voilà, mesdames et messieurs de la célèbre commune du Mandé, nous retournons à Banamba où les parlementaires de la CEDEAO ont rencontré une partie du contingent nigérian et les déplacés du site de Niamakoro. Envoyé spécial Adama Koudjo. La visite du site d'accueil des déplacés de Niamakoro est la première étape de la journée de la délégation parlementaire de la CEDEAO. Les parlementaires étaient venus exprimer toute leur solidarité aux desseins dits déplacés du site, auxquels ils ont remis une somme de 500 000 francs CFA. C'est notre devoir, je peux dire même c'est une obligation. Nous sommes un peuple uni. Nous sommes le peuple de la communauté. Nous sommes des élus de la communauté. Nous devons défendre la communauté et être solidaires à tout ce qui se passe dans un État. Aujourd'hui, le Mali est frappé par une crise. Nous avons estimé que nous sommes les premiers à être interpellés s'il s'agit de venir en aide aux déplacés ou aux réfugiés. La plupart des déplacés qui sont là suivent très attentivement l'action des parlementaires que vous êtes. Nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt et avec beaucoup de bonheur l'implication des politiques aussi bien que des gouvernants de la CEDEAO pour la résolution de cette crise.
La délégation parlementaire s'est aussi rendue à Banamba dans la région de Koulikoro. C'était pour s'informer des conditions de vie et de travail des éléments des forces de défense de la CEDEAO stationnés dans cette localité. Le major nigérian Alassane a rassuré les parlementaires du bon déroulement de la mission de sécurisation dans notre pays. Nous nous félicitons de la collaboration, mais l'appel que nous souhaiterions lancer, c'est le suivant. Nous sommes ici pour assurer leur protection, leur sécurité. Toute information utile qu'ils ont sur les mouvements des rebelles, il faudrait qu'ils nous donnent ces informations de manière à nous aider à accomplir notre mission, qui est de les protéger, de les défendre. La CEDEAO n'acceptera pas la balkanisation de la CEDEAO. Donc les États membres de la CEDEAO vont s'unir et se battre pour que le Mali retrouve son intégrité, mais la paix revienne dans l'ensemble du territoire malien. Auparavant, la délégation avait rencontré au gouvernorat de Koulikoro les chefs de l'exécutif régional pour échanger sur l'évolution de la situation qui traverse le pays. L'autre titre phare de ce journal, l'Union européenne et le Programme alimentaire mondial viennent de signer une convention de contribution d'un montant de plus de 9 milliards de francs CFA pour la mise en œuvre d'un projet intitulé « Action à court et moyen terme pour lutter contre la faim au Mali ». L'enveloppe aidera à la lutte contre les situations de crise alimentaire. Rachel Tessougué. Ce projet d'un coût total de près de 10 milliards de francs CFA permettra de créer et de réhabiliter les moyens de subsistance essentiels dans la plupart des communes vulnérables au Mali. Le projet contribuera au renforcement des capacités des communautés rurales et des partenaires et la dissémination des informations nécessaires aux différentes parties prenantes dans le domaine de la sécurité alimentaire. C'est le soutien que les ménages maliens exposés à l'insécurité alimentaire ont besoin pour réhabiliter, protéger et renforcer leur résistance au choc. Le projet Action à court et moyen terme pour lutter contre la faim dans les régions en situation de crise alimentaire au Mali comprend 2 phases. Il y a une première phase qui tend à limiter les dégâts au sein des populations sur le court terme, donc c'est la distribution d'aliments. Mais il y a également une deuxième phase qui vise à rendre aux populations les moyens de production et qui aideront à résister aux crises futures. L'Union européenne est consciente de l'importance de la sécurité alimentaire pour le bien-être des populations, raison pour laquelle elle continue d'appuyer le gouvernement du Mali dans la mise en place d'un système de prévention et de gestion des crises alimentaires. Plus d'1 milliard de francs CFA, c'est le coût du projet de renforcement des capacités de résilience des ménages les plus affectés par la crise alimentaire dans les régions de Kayes et Koulikoro. C'est une initiative de l'ONG Action contre la faim Espagne au Mali avec l'appui de l'Agence suédoise pour le développement international. Envoyés spéciaux à Kita, Agibou Koulibaly et Adama Kamara. Le projet de l'ONG ACEF Espagne qui vient d'être lancé à Kita permettra de renforcer les moyens d'existence de 3 850 ménages vulnérables et 35 groupements féminins. Ils vont bénéficier à travers des actions de reconstitution, des petits ruminants, de distribution de semences améliorées et d'appui au développement des jardins maraîchers. Avec ce nouveau programme, Action contre la faim apporte la preuve qu'aucune commune dans le cercle n'est oubliée, mais que chaque chose a son temps. Elle contribuera également à améliorer l'accès alimentaire à 1440 ménages bénéficiaires très pauvres par un transfert monétaire conditionnel pendant la période de soudure à travers le transfert monétaire contre travail pour appuyer les activités de conservation et restauration des eaux et des sols. Ces nouveaux projets viennent témoigner de toute l'importance qu'ACF accorde au développement du cercle en général et à la lutte contre l'insécurité alimentaire et la malnutrition en particulier. Selon les autorités administratives de Kita, ACEF Espagne n'est pas à sa première action dans le cercle. De juin à décembre 2012, Action contre la faim Espagne a appuyé 2696 ménages vulnérables
à travers la distribution de 334 755 000 francs CFA en transfert monétaire. Pour la mise en œuvre de ce nouveau projet sur le terrain, ACEF Espagne travaille avec deux ONG, Stop Sahel à Kita et CSPDA à Banamba. La situation humanitaire dans notre pays et les perspectives pour mieux respecter le droit international humanitaire. Le sujet est en discussion dans une rencontre de 2 jours qui se retient à Bamako. L'objectif est la mise en place du cadre de concertation sur le droit humanitaire international. Compte rendu, Tchemoko Konaté. Du déclenchement de la crise, à l'heure actuelle, de nombreux actes préjudiciables ont été perpétrés par les groupes armés dans le nord du Mali. Des mosquées ont été détruites, des mausolées ont été détruits, l'accès à l'eau, les points d'eau ont été saccagés, les points d'électricité ont été saccagés, il y a eu des destructions. Voilà. L'école même n'a pas fonctionné en ce moment-là, les centres sanitaires, les centres de santé ont été paralysés, les femmes ont été violées. Au regard de ces exactions, les gestes humanitaires sont plus que jamais nécessaires. Les professionnels du droit, réunis pendant 2 jours, vont échanger sur les efforts déployés par le gouvernement et les organisations internationales évoluant dans le domaine avant de dégager les perspectives. Le plus important pour nous, c'est les principes humanitaires qui doivent être respectés. Impartialité, neutralité, indépendance, c'est important. Que les groupes vulnérables soient les premiers bénéficiaires. La rencontre se situe dans l'exécution du programme conjoint d'appui à la promotion des droits de l'homme. Elle intervient quelques jours après l'engagement solennel du gouvernement à respecter les droits de l'homme et les droits internationaux humanitaires. Dans la feuille de route de la transition, le gouvernement s'est engagé à poursuivre la sensibilisation pour inciter les populations déplacées ou réfugiées au retour, à activer l'organisation et la mise en place de la logistique nécessaire à un bon retour dès que les conditions de sécurité le permettront. Les échanges devront déboucher sur la mise en place d'un cadre de concertation sur les droits humanitaires. Il s'agit là d'un cadre de suivi et de soutien au gouvernement en attendant la libération totale des régions septentrionales. Le budget de l'Agence nationale pour l'emploi, APEJ, connaît une baisse de 10,8% au titre de l'année 2013. C'est la principale information du 16e conseil d'administration de la structure. Une session au cours de laquelle les administrateurs examineront leur activité de l'année 2012 et le plan d'action pour l'année 2013. Agali Aguissa. À chaque situation, des stratégies appropriées pour atteindre les objectifs fixés. C'est apparemment la vision des administrateurs de l'Agence nationale pour l'emploi des jeunes APEJ. Face aux difficultés du moment, le conseil d'administration de la structure a dévoilé son plan d'action de 2013 à la faveur de cette 16e session. Pour 2012, l'agence avait fait une prévision d'à peu près 9 311 millions. Sur lesquels les ressources obtenues étaient de l'ordre de 7 milliards. Donc avec ces 7 milliards, il y a eu un taux d'exécution d'à peu près 75%. Mais cette année, malheureusement, le budget connaît une légère baisse parce que de 9 milliards 311 millions, nous sommes pour 2013 à 8 milliards 371 millions, donc une baisse de 10,08%. En plus des troubles qui ont secoué notre pays, l'agence est confrontée aux difficultés de recouvrement des fonds. Les objectifs fixés à l'action de l'APEJ pour l'exercice précédent se sont heurtés à une conjonction d'obstacles endogènes et exogènes. Il s'agit d'une part des troubles que vit notre pays et d'autre part le non-remboursement de prêts consentis à certains de nos partenaires et dans le cadre du financement de leurs projets. À ce dernier, nous nous devons de leur rappeler qu'ils ont un devoir d'exemplarité à l'égard de leurs suivants. Rappelons que la mission fondamentale de l'APEJ est l'amélioration des conditions d'insertion des jeunes. Il s'agit là de doter les jeunes générations d'une solide expérience pour affronter le marché de l'emploi. Le projet d'appui au développement des productions animales dans la zone de Caille a connu des difficultés en 2012. C'est ainsi qu'il n'a pas pu exécuter son programme qu'à seulement 35% suite à la suspension de la coopération technique et financière de nos partenaires. Mamourou Sidibé.
Selon le rapport d'activité et financier, les projets d'appui au développement des productions animales dans la zone des Cayes Sud a connu une année 2012 difficile. Sur un budget prévisionnel de plus de 14 milliards de francs CFA, le projet n'a pu exécuter que 35%. Cela en raison de la crise sécuritaire et institutionnelle que notre pays a connue. Le projet a mis à profit cette période pour exécuter et suivre les programmes antérieurs, notamment la valorisation du lait cru local par l'équipement des mini-laiteries de Kita et de Caille, l'amélioration des conditions de travail avec l'acquisition de plateformes multifonctionnelles pour 12 communes de sa zone, la protection sanitaire par l'octroi d'un lot important d'équipements vétérinaires de chaînes de froid au secteur vétérinaire, aux postes vétérinaires et aux titulaires du mandat sanitaire. Le comité de pilotage du projet a apprécié d'autres programmes exécutés qui sont entre autres le creusement de 12 mares dans les cercles de Bafoulabé, Kita, Kenyeba et Caille, de 28 forages et la réalisation de 130 km de pistes rurales. Le projet a également réalisé 10 marchés à bétail avec rames d'embarquement, 15 magasins de stockage et 32 parcs de vaccination. Les recommandations de la présente session vont permettre de relever les défis qui se posent au projet. Ces défis sont entre autres la faible mobilisation de la contrepartie nationale, la gestion du personnel contractuel recruté par le projet. Autre conseil d'administration, la 6e du comité national de pilotage et d'orientation du programme compétitivité et diversification agricole. Cette session a orienté ses efforts dans les activités prévues en 2013 dont le financement s'élève à plus du milliard de francs CFA. Daouda Zoumana Traoré. Cette 6e session du comité de pilotage et d'orientation du programme compétitivité et diversification agricole s'est penchée sur les activités à exécuter après la reprise du financement par la Banque mondiale. Ce partenaire privilégié doit mettre à la disposition du PCDA plus de 10 milliards de francs CFA. Un motif de satisfaction quand on sait qu'il faut près de 4,5 milliards de francs CFA. Budget qui sera essentiellement consacré au financement des infrastructures commerciales qui permettront aux produits des filières sélectionnées par le PCDA de répondre aux exigences des marchés extérieurs, au financement des activités et d'animation des interprofessions, mais aussi et surtout au financement de sous-projets en faveur des opérateurs des filières prioritaires du PCDA. Les administrateurs n'ont pas tari d'éloges à l'endroit du coordinateur et du personnel du PCDA pour les résultats enregistrés malgré la crise. Ainsi, les activités réalisées ont porté entre autres la finalisation des référentiels technico-économiques, la préparation et le financement des sous-projets, la mise en place et l'animation des interprofessions des filières mangue, échalotes, pommes de terre, bétail, viande et papaye. L'acquisition des séchoirs sud-africains qui permettront d'accroître les quantités et améliorer la qualité des mangues séchées au Mali. Le programme compétitivité et diversification agricole vise à promouvoir les filières mangue, échalotes, pommes de terre, bétail, viande et papaye. Les zones d'intervention sont Bamako, Koulikoro, Ségou, Sikasso et Mopti. Le groupe d'appui à la lutte contre l'insécurité routière de l'Association malienne pour la promotion du Sahel vient d'organiser à Ségou un cadre de concertation. Cette rencontre vise à échanger avec les acteurs de la circulation routière sur la promotion de la sécurité routière. Brahima Kone. Le projet d'appui à la lutte contre l'insécurité routière de l'Association malienne pour la promotion du Sahel, AMAPROS, prône le dialogue et la sensibilisation pour la protection des populations contre les accidents de la circulation. L'organisation de ces cadres de concertation par le PALIR constitue le lancement d'un processus d'activité pour promouvoir la sécurité routière dans la région de Ségou. Il est question au cours de ces cadres de faire l'état de mise en œuvre des activités du programme dans tout son ensemble, surtout au niveau de la région de Ségou, voir les difficultés auxquelles on a été confrontés et quelles sont les solutions à apporter. L'un des objectifs de ce cadre, c'est de partager naturellement c'est-à-dire le niveau d'évolution des activités, c'est-à-dire les résultats déjà obtenus,
et les perspectives à venir. Au niveau de nos interventions qui concernent le district de Bamako, les deux axes, la RN33 et la RN6. Les autorités routières se disent convaincues des exploits faits par l'arme avec le palier. C'est la sécurité routière. Ce cadre de concertation initié par le PALIR s'est achevé par une formation des conducteurs et apprentis conducteurs de la cité des Balançants sur les rudiments du code de la route et les gestes de premier secours. Voilà, mesdames et messieurs, une nouvelle revue dans vos kiosques. Saramaya Magazine, c'est son nom. Dans ce premier numéro, vous pourrez lire des articles sur les tenues de femmes, des recettes de cuisine, la santé et à la une également le portrait de la femme noire la plus riche du monde. Elle est du Nigeria. Saramaya Magazine est une publication du groupe de la Soma Presse. Bonne chance à notre consoeur Aïssatou Aïdara, c'est son nom, la directrice de publication. Pour ceux qui ne le savent pas, Saramaya voudrait dire l'art d'être beau ou l'art d'être belle au quotidien. La CEDEAO et la crise au Mali, c'est le thème aujourd'hui de l'interview de la semaine. Yaya Konaté reçoit Cheka Aboudou Touré, le représentant spécial de l'organisation sous-régionale dans notre pays. Le déploiement des forces de la mission internationale de soutien au Mali, leur travail sur le terrain, les questions de financement, sans oublier leur éventuel passage sous casque bleu. Autant de questions abordées dans cet entretien que vous pourrez suivre après l'émission sur la ligne de front. Voilà, mesdames et messieurs, c'est donc tout pour ce journal. L'information reprendra ses droits demain, 10h et 13h. Ça sera une présentation de Amara Malé Diallo. Et quant à moi, je me ferai le plaisir d'être là pour les éditions du soir. D'ici là, tout notre soutien à nos forces armées et leurs alliés engagés dans le combat contre le terrorisme. Excellente nuit à tous. Au revoir.